Tu ferais mieux de te taire pour le bien de tout le monde. Cette phrase, il l'a dite calmement, sans lever la voix, presque avec douceur, comme si le silence qu'il m'imposait était un cadeau, une protection. Nous étions encore entourés des restes de Noël. Les assiettes s'empilaient, les verres à moitié vides, l'odeur persistante du repas partagé. Tout semblait normal, trop normal pour ce qui venait de se produire. Je me souviens avoir hoché la tête, par réflexe, comme on acquiesce quand on ne doit pas créer de vagues. À cet instant précis, j'ai compris que je faisais cela depuis des années. Me taire pour ne pas déranger, me taire pour préserver une paix fragile, bâtie sur mon effacement. Il m'avait demandé de me taire parce que j'avais posé une question. Une seule. Simple, légitime. Une question sur un document, un papier officiel, glissé trop vite dans un dossier refermé aussitôt. J'avais senti que quelque chose m'échappait, et cette sensation, il la détestait. Ce n'est pas le moment. On en reparlera plus tard. Tu compliques tout. Puis cette phrase finale, celle qui ne laisse plus de place à la discussion. T'es à toi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis restée là, droite, avec cette impression étrange d'être devenue soudain un meuble encombrant dans ma propre maison. On parlait au-dessus de moi. On décidait sans moi, et on attendait que je m'efface avec élégance. À l'intérieur, pourtant, quelque chose s'est fissuré. Pas un cri, pas une explosion. Une fissure nette, silencieuse, irréversible. J'ai senti une lucidité froide monter en moi. Une certitude. Ce silence qu'on me demandait n'était pas neutre. Il servait à cacher, à protéger autre chose que moi. Je les ai regardés parler entre eux, mon mari sûr de lui, sa fille attentive déjà prête à corriger, à reformuler. Ils formaient une unité compacte, organisée. Et moi j'étais à l'extérieur de ce cercle, présente physiquement, absente symboliquement. C'est là que j'ai compris que le problème n'était pas ce que je disais, mais ce que je pouvais découvrir si je continuais à parler. Le silence qu'on exigeait de moi n'était pas une faveur, c'était une barrière. Ce soir-là, en débarrassant la table, j'ai observé chaque geste, comme si je n'en faisais plus vraiment partie. J'entendais encore cette phrase résonner, pour le bien de tout le monde. Mais je savais désormais qu'elle signifiait pas, pour le tien. Dans ma chambre, seule, j'ai laissé les images revenir. Les petites phrases accumulées au fil des années, les décisions déjà prises, les documents que l'on me présentait toujours trop tard, les sourires rassurants quand je doutais, tout s'assemblait avec une clarté douloureuse. Je me suis assise sur le lit sans allumer la lumière. Je n'avais pas besoin de voir. Je voyais trop bien. Ce n'était pas une erreur isolée, c'était un système. Un arrangement tacite où mon rôle consistait à faire confiance et à me taire. Et pour la première fois, je me suis posé une question qui m'a coupé le souffle. Qui est-ce qu'ils craignent exactement que je dise? La réponse m'a effrayée, mais elle m'a surtout réveillée. S'ils me demandaient le silence avec autant d'insistance, c'est qu'il y avait quelque chose à cacher. Et ce quelque chose me concernait directement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas à cause de la peur, à cause de la clarté. Chaque minute éveillée renforçait une décision qui prenait forme sans bruit. Je ne parlerai pas plus fort. Je ne me défendrai pas avec des émotions. Je parlerai autrement. Je parlerai avec des faits, avec des dates, avec des preuves. Ce Noël-là, ils ont cru avoir gagné mon silence. Ils ne savaient pas encore qu'en me demandant de me taire, ils venaient de me donner la seule chose qui me manquait pour agir. La certitude qu'il était temps de ne plus obéir. Avant que le silence ne devienne une injonction, il y a eu une vie pleine, une vie simple, bâtie lentement, avec des gestes ordinaires et une confiance presque naïve. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas une femme faible, je vois une femme engagée. Profondément, je me souviens de mes débuts. J'étais jeune, décidée, pleine de cette énergie tranquille qui ne cherche pas à convaincre. J'ai rencontré mon mari à une époque où l'on construisait encore ensemble, sans stratégie, sans calcul. Nous parlions d'avenir comme d'un territoire commun. Il n'y avait pas de mots ou de ton. Tout était nous. La maison que nous avons choisie n'était pas grande, mais elle était lumineuse. J'y ai vu un foyer avant même qu'elle ne soit terminée. J'y ai projeté des repas partagés, des enfants courant dans le couloir, des silences complices. J'ai cru que cet endroit porterait notre histoire à part, égale. Quand les enfants sont arrivés, ma vie s'est réorganisée autour d'eux sans que je le vive comme une perte. C'était un choix. Je travaillais, j'élevais, j'anticipais. Je faisais en sorte que tout tienne. Et tout tenait, parce que je pensais que c'était ainsi que l'on aimait. Je n'ai jamais compté les heures ni mes renoncements. J'ai laissé passer des opportunités, repoussé des envies personnelles, convaincu que l'équilibre familial valait bien quelques sacrifices. Personne ne me l'avait demandé explicitement. C'était implicite, et je m'y suis plié avec une certaine fierté.
Les années ont passé. La vie a changé. Doucement, les enfants ont grandi, sont partis. Les décisions sont devenues plus techniques, administratives, financières. Je continuais à être présente mais autrement, moins consultée, plus informée après coup. Au début, je n'y ai pas prêté attention, je me disais que c'était normal, que les choses évoluent, que chacun prend sa place. Je faisais confiance. Cette confiance, Allah, je la donnais sans condition, parce que je pensais qu'elle m'était rendue, puis sa fille est entrée dans nos vies, discrète au départ, respectueuse en apparence. Je me suis forcée de l'accueillir sans réserve, j'ai fait de la place. Comme toujours, j'ai cru que l'ouverture était la meilleure manière d'éviter les tensions. Peu à peu, les échanges ont changé. Les conversations devenaient plus rapides, plus orientées. On parlait devant moi, mais rarement avec moi. On utilisait des termes techniques, des raccourcis, et moi je suivais, persuadée que l'on ne m'exclurait jamais volontairement. Je continuais à tenir la maison, à maintenir les liens, à être celle qui rassure quand quelque chose ne va pas. On venait encore me parler des soucis, mais plus pour décider. Je pensais que c'était une phase. Je n'y voyais pas une mise à l'écart, mais une redistribution naturelle des rôles. Avec le recul, je comprends que c'est là que l'érosion a commencé. Pas par une violence frontale, mais par de petites omissions. Des détails, des phrases comme on s'en est occupé, ce n'était pas nécessaire de t'en parler. Chaque fois, je laissais passer, parce que je voulais croire que l'essentiel restait intact. Je n'étais pas malheureuse, j'étais confiante. Et c'est peut-être cela qui m'a rendue vulnérable. J'avais bâti ma vie sur l'idée que la loyauté était réciproque, que l'amour se manifestait dans la considération. Je ne voyais pas encore que ce que j'appelais harmonie reposait de plus en plus sur mon adaptabilité, sur ma capacité à accepter sans questionner, sur cette tendance ancienne, à croire que comprendre vaut mieux que résister. Quand je repense à cette période, je n'éprouve ni honte ni regret. J'y vois une continuité logique. J'ai été fidèle à ce que je croyais juste. Mais je sais maintenant que cette fidélité a été progressivement utilisée comme un point d'appui. Ce passé n'était pas un mensonge. Il était incomplet. Et c'est cette incomplétude que j'ai commencé à sentir, bien avant qu'on ne me demande de me taire. À ce moment-là, je ne savais pas encore que le silence allait devenir une arme contre moi. Je croyais encore qu'il était une preuve de confiance. Les premières blessures n'ont pas laissé de traces visibles. Elles étaient discrètes, presque polies. Rien qui justifie une colère, rien qui permette une confrontation franche. C'était précisément cela leur force. Elles passaient inaperçues, même à mes propres yeux. Au début, il y a eu les phrases dites trop vite. On a déjà réglé ça. Ce n'est pas la peine de t'en occuper. Des mots simples, prononcés sans agressivité. Je les ai pris pour ce qu'ils semblaient être. Des facilités, des gains de temps. Je n'ai pas vu qu'ils dessinaient peu à peu un territoire où ma parole n'était plus nécessaire. Puis sont venues les décisions prises en mon absence, des réunions improvisées, auxquelles je n'étais pas conviée. Des dossiers déjà classés quand j'arrivais. On m'informait après coup avec un sourire, comme pour dire ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Ce contrôle Allah ne m'incluait plus. Je continuais pourtant à faire ce que j'avais toujours fait. Assurer la continuité. Je préparais les repas, j'écoutais les récits de la journée, je posais les questions pratiques, mais mes questions devenaient gênantes. Je le sentais à la manière dont on me répondait, parfois avec une pointe d'agacement, parfois avec une condescendance mal déguisée. Un jour, en parlant d'un document important, j'ai demandé « Tu es sûr que c'est la bonne version ?» La réponse est tombée sèche. « Fais à nous confiance. » Cette phrase m'a laissé sans voix, pas parce qu'elle était violente, mais parce qu'elle me retirait d'un coup toute légitimité. Comme si poser une question équivalait à semer le doute. Comme si ma vigilance devenait un défaut. Il y avait aussi les regards, ceux qui s'échangent au-dessus de la table quand je parlais, les sourires qui se figent, les silences qui s'allongent juste après mes interventions. Je n'étais pas ignorée, j'étais tolérée. La nuance est cruelle. Je me suis mise à douter de moi, à relire mentalement mes phrases, à me demander si je n'avais pas exagéré, mal compris. C'est ainsi que les humiliations les plus efficaces opèrent. Elles vous poussent à vous corriger, avant même que l'autre n'ait y pas, et à le faire. J'ai commencé à me taire davantage. Par précaution, pour éviter les tensions. Je me disais que ce n'était qu'une période, que le calme reviendrait si je faisais un pas de côté. Je ne voyais pas encore que ce pas devenait un recul permanent. Les repas de famille sont devenus des scènes d'observation silencieuses. Je regardais les échanges se dérouler sans moi, les décisions s'affirmer, les projets se dessinaient. On parlait de nous, mais nous n'avaient plus besoin de mon accord.
Parfois, quelqu'un me demandait mon avis tardivement, presque par politesse. Je répondais avec mesure, mais je savais que tout était déjà décidé. Mon avis était un geste symbolique, pas un élément déterminant. La fatigue s'est installée, pas physique, morale, celle qui vient quand on se sent inutile là où l'on a tant donné. Je continuais pourtant à jouer mon rôle, convaincu que céder un peu préserverait l'essentiel. Ce que je n'avais pas compris, c'est que ce qui s'érode lentement finit toujours par céder d'un coup. Chaque petite humiliation préparait un terrain où ma parole serait, un jour, formellement interdite. Je n'étais pas encore exclu, j'étais progressivement désarmé. Et ce désarmement portait un nom que je refusais de prononcer, rejet. Je pensais encore que l'amour familial avait simplement changé de forme. Je ne voyais pas qu'il avait commencé à se négocier sans moi. C'est ainsi que le silence s'est installé. Non comme une décision consciente, mais comme une habitude encouragée, jusqu'au jour où l'on m'a demandé, clairement, d'on me taire. La vérité ne m'est pas apparue brutalement. Elle s'est imposée à moi comme une évidence trop longtemps repoussée. Ce n'était pas une découverte spectaculaire, mais une révélation froide, précise, impossible à ignorer. Tout a commencé par un dossier, un simple dossier cartonné, posé sur la table du salon un matin où je rangeais des papiers, en retard. Je ne cherchais rien de particulier, je voulais seulement faire un peu d'ordre, retrouver ce sentiment ancien de maîtrise qui m'échappait depuis des mois. En l'ouvrant, j'ai reconnu immédiatement certains documents, trop rapidement. Des copies que je connaissais, d'autres en revanche m'étaient inconnues. Et surtout, certaines pages semblaient incomplètes. Une signature manquait. Une date ne correspondait pas. Un paragraphe avait été ajouté presque discrètement, comme s'il avait toujours été là. Je me suis assise, lentement. J'ai relu chaque ligne avec attention. Plus je lisais, plus un malaise précis s'installait. Ce n'était pas de la confusion, c'était une certitude en train de naître. Une décision avait été prise. Une décision qui me concernait directement. Une décision administrative, lourde de conséquences. Et cette décision avait été préparée sans moi. Je n'ai pas immédiatement réagi. J'ai voulu croire à une erreur, une mauvaise version. Un malentendu, c'est ce que l'on fait quand on a passé sa vie à faire confiance. On cherche d'abord l'explication la plus douce. Mais en comparant les documents, en regardant les dates, j'ai compris. Ce n'était ni une omission ni une maladresse. C'était un montage, précis, calculé, un acte pensé pour m'exclure sans bruit. Je me souviens très bien du moment exact où cette prise de conscience m'a traversée. Il n'y a pas eu de panique, pas de tremblement, juste une sensation étrange, comme si l'air devenait soudain plus dense autour de moi. J'étais calme, trop calme. Cette forme de calme qui précède une rupture intérieure. Ce qu'ils avaient fait dépassait largement les petites humiliations, les silences imposés, les décisions prises à ma place. Là, il ne s'agissait plus d'organisation familiale. Il s'agissait de me retirer un pouvoir fondamental, sous couvert de protection. Je me suis senti trahi, bien sûr, mais surtout dépossédé. À seulement de droits, de statut, de reconnaissance. On avait jugé que je n'étais plus capable de comprendre, plus légitime pour décider. On avait choisi pour moi et contre moi. Quand je les ai interrogés, la réponse est venue rapidement. Trop rapidement, c'était plus simple ainsi. On ne voulait pas t'inquiéter. Tu aurais de toute façon accepté. Cette dernière phrase m'a coupé le souffle. Elle résumait tout. Ils ne m'avaient pas consulté parce qu'ils avaient déjà décidé à ma place ce que j'aurais dû penser, ressentir, accepter. À cet instant précis, quelque chose s'est définitivement brisé. Pas en eux. En moi, l'illusion que le dialogue suffirait. L'idée que la patience finirait par rétablir l'équilibre. Je n'étais plus face à un manque de communication. J'étais face à une stratégie. J'ai quitté la pièce sans élever la voix. J'ai refermé la porte derrière moi. Dans ma chambre, j'ai posé les documents sur le lit, bien alignés. Je les ai regardés longuement, comme des preuves silencieuses d'une réalité que je n'avais plus le droit de nier. Je n'étais pas victime d'un malentendu, j'étais la cible d'une mise à l'écart organisée. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti autre chose de plus tranchant, une décision irrévocable. Je ne serai plus jamais surprise par ce qu'ils feraient sans moi. Parce que désormais, je regarderai tout. Je vérifierai tout. Je noterai tout. Ils avaient franchi une ligne. Et moi, j'avais cessé d'espérer qu'ils reculent d'eux à même. La goutte d'eau n'avait pas fait déborder la colère. Elle avait fait disparaître le doute. À partir de cet instant, je savais une chose avec certitude. Je ne serai plus jamais une femme à qui on demande de se taire pour mieux décider à sa place. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été étrangement silencieuses. Pas le silence apaisant du repos, mais celui tendu,
où chaque pensée semble marcher pieds nus pour ne pas réveiller les autres. Je ne dormais presque pas. Et pourtant, je ne me sentais pas épuisée. J'étais éveillée d'une manière nouvelle, presque aiguë. Je restais allongée, les yeux ouverts, à repasser les événements dans l'ordre. Non pour me faire du mal, mais pour comprendre. J'avais cessé de chercher des excuses à ce qui s'était passé. Je n'essayais plus de deviner leurs intentions. Je regardais les faits simplement froidement, et les faits étaient clairs. Ce n'était pas une maladresse, ce n'était pas une précipitation, ce n'était pas une protection mal formulée. C'était une décision réfléchie, prise dans un cercle fermé, dont j'avais été exclue volontairement. Cette évidence a changé quelque chose en moi. Jusqu'alors, une part de moi espérait encore une explication qui réparerait tout, une phrase sincère, un regret, une reconnaissance tardive. Cette nuit-là, cette attente s'est éteinte, sans colère, comme une bougie que l'on souffle parce que le jour se lève. Je me suis interrogée longuement sur ma propre responsabilité, non pour me blâmer, mais pour comprendre comment j'en étais arrivée là. À quel moment avais-je laissé les autres décider que il était normal de parler pour moi et non avec moi? La réponse n'était pas brutale, elle était progressive. J'avais confondu calme et effacement. J'avais cru que ne pas faire de vagues était une preuve de maturité. En réalité, c'était devenu une habitude commode pour ceux qui n'avaient aucun intérêt à me voir m'affirmer. Je me suis rappelé toutes les fois où j'avais pensé « ce n'est pas si grave », toutes les fois où j'avais renoncé à poser une question pour ne pas paraître méfiant, toutes les fois où j'avais accepté une décision en me disant que de toute façon je n'y pouvais rien. Ces renoncements n'avaient rien d'héroïque, ils avaient simplement préparé le terrain. Ce constat n'a pas été douloureux, il a été libérateur, car comprendre cela signifiait une chose essentielle. Si j'avais contribué, sans le vouloir, à ce système, je pouvais aussi en sortir. Il n'était pas trop tard, je n'étais pas piégée, j'avais encore une marge d'action. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me demander ce qu'ils allaient faire, et que j'ai commencé à me demander ce que moi j'allais faire. Je me suis mise à écrire, pas des lettres, des notes, des dates, des phrases exactes mot pour mot. Avait compris que la mémoire émotionnelle est fragile, mais que les faits, eux, résistent. Écrire, c'était ancrer la réalité, me donner un point fixe. Je priais parfois, pas pour qu'il change, pas pour que la situation se retourne miraculeusement. Je priais pour rester droite, pour ne pas céder à la peur ni à la tentation de minimiser encore, pour garder cette clarté nouvelle qui commençait à s'installer. Il y avait en moi un combat discret. Une part ancienne murmurait « ne va pas trop loin ». Une autre plus récente répondait calmement « ne recule plus ». Cette deuxième voix gagnait du terrain. Elle ne criait pas, elle insistait. Elle me rappelait que le respect ne se négocie pas après coup, qu'il se pose ou qu'il se perd. Je ne me sentais pas en guerre, je me sentais lucide. Et cette lucidité avait quelque chose de profondément apaisant. Elle mettait fin aux hypothèses infinies, aux doutes circulaires. Elle traçait une ligne nette entre ce qui relevait de l'amour et ce qui relevait du contrôle. À la fin de cette période d'introspection, une décision s'est imposée, sans dramatisation. Je n'allais plus me défendre avec des mots. Je n'allais plus expliquer ce que je ressentais à ceux qui avaient déjà décidé de ne pas écouter. Je parlerai autrement, avec des faits, avec des documents, avec des preuves. Ce que l'on m'avait demandé de taire deviendrait précisément ce que je mettrais en la lumière, non par vengeance, mais parce que la vérité, quand elle est posée calmement, a une force que le silence imposé n'a jamais eue. Une fois la décision intérieure prise, tout est devenu étonnamment calme. Pas facile, mais clair. Je n'étais plus dans l'attente d'une reconnaissance ou d'un aveu. J'étais entré dans une autre phase, celle où l'on agit sans bruit, parce que l'on sait exactement ce que l'on cherche. Je n'ai rien dit. À personne. Le silence cette fois n'était plus une soumission. Il était stratégique. J'avais compris que la parole émotionnelle me desservirait, qu'elle serait utilisée pour me décrédibiliser, me faire passer pour inquiète, excessive, influençable. Je ne leur donnerai plus cette matière. J'ai commencé par rassembler les preuves, méthodiquement, sans précipitation. Les documents originaux, les copies, les versions modifiées. J'ai comparé les dates, les signatures, les formulations. Chaque détail comptait. Ce travail minutieux m'a donné un sentiment nouveau, celui de reprendre pied dans la réalité, loin des interprétations. Je classais tout. J'annotais, je notais ce qui ne correspondait pas, ce qui avait été ajouté, ce qui avait disparu. Ce n'était pas un geste de colère, c'était une reconstruction de la vérité. Et plus je travaillais, plus je comprenais que ce qui m'était arrivé n'était pas flou. C'était précis, et donc contestable. J'ai pris rendez-vous sous un prétexte banal.
Une question administrative et à jeudi. Rien d'alarmant, rien qui puisse éveiller la méfiance. Les institutions ont cela de précieux. Elles accueillent les faits sans se soucier des drames familiaux. Elles écoutent ce qui est prouvable. Le professionnel que j'ai rencontré ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il m'a demandé ce que je pouvais montrer. Cette distinction m'a soulagée. Pour la première fois depuis longtemps, on ne me demandait pas d'expliquer, mais de démontrer. Je n'ai pas tout révélé d'un coup. J'ai avancé par étapes. J'ai posé des questions précises. J'ai vérifié mes marges de manœuvre. J'ai compris ce qui était légal, ce qui ne l'était pas, et surtout ce qui pouvait être corrigé. La loi ne crie pas, elle rectifie. En parallèle, j'ai sécurisé ce qui pouvait encore l'être. Mes documents personnels, mes accès, mes décisions futures. Chaque geste était discret, presque invisible depuis l'extérieur. Et pourtant, à l'intérieur, tout se réorganisait. À la maison, je restais la même en apparence. Aimable, présente ici, quand il le fallait, je répondais normalement, sans jamais donner la pression d'un retrait. Cette normalité était mon meilleur camouflage. Ils ne se doutaient de rien, parce qu'ils étaient convaincus que je continuerais à me taire. Il m'arrivait de ressentir une forme de tristesse, non pour ce que je faisais, mais pour ce que cela révélait. Préparer une défense légale contre ceux que l'on a aimés est une expérience étrange. Mais je savais que je ne faisais rien de mal. Je rétablissais un équilibre rompu. Je me répétais souvent une phrase simple, « Se protéger n'est pas attaquer ». Cette phrase m'a empêché de douter. Elle m'a tenue droite quand la tentation de tout arrêter revenait. Parce qu'abandonner aurait été plus confortable, mais aussi plus destructeur. Peu à peu, le dossier a pris forme, clair, structuré, indiscutable. Il ne racontait pas mon ressenti. Il racontait les faits, et ces faits parlaient d'eux à même. Je savais que le moment viendrait où l'on me demanderait des comptes, où l'on tenterait de me faire peur, de me faire taire encore une fois. Cette fois-là, je ne répondrais pas avec des mots vagues ou des émotions. Je répondrais avec ce que j'avais patiemment préparé, avec ce que l'on ne peut pas interrompre, avec ce que l'on ne peut pas faire taire. Parce qu'après m'avoir demandé le silence, ils allaient découvrir que j'avais appris à parler autrement. La confrontation n'a pas éclaté, elle s'est imposée, comme une évidence que l'on ne peut plus repousser. Je n'ai pas choisi le moment pour créer un choc. J'ai attendu qu'il devienne inévitable. Ce jour-là, ils m'ont demandé de m'asseoir, encore une fois, autour de la table. Le même décor que tant d'autres discussions où l'on parlait sur moi sans jamais parler avec moi. Mon mari était tendu, sa fille trop calme. Ce calme-là, je le connaissais. Celui de ceux qui pensent encore maîtriser la situation. On nous a dit que tu avais consulté, a hâté à il commencer. Sans finir sa phrase. Je l'ai laissé parler, je savais que chaque mot qu'il prononçait venait combler un silence qui n'était plus le mien. Il cherchait une confirmation, un aveu, peut-être même une justification. Tu aurais dû nous en parler avant, a ajouté sa fille, avec ce ton faussement raisonnable qui donne l'impression d'un reproche mesuré. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti une chemise, pas épaisse, pas dramatique, une chemise claire, ordonnée. Je l'ai posée sur la table entre nous comme on pose un objet neutre. Ni accusation, ni menace. Juste une présence, voilà ce dont je parle et à jeudi. Ils ont d'abord regardé la chemise, pas moi. Les corps savent reconnaître le poids des choses avant que l'esprit ne les accepte. Mon mari a ouvert le dossier, lentement. Sa fille s'est penchée. Les pages ont défilé, les dates, les signatures, les versions comparées. Le silence s'est installé. Un vrai silence, pas celui que l'on m'imposait autrefois. Un silence dense, chargé, où chacun comprend que quelque chose vient de basculer. Tu ne pouvais pas faire ça sans nous, a Athéa y finit par dire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous l'avez fait sans moi. Cette phrase n'était pas une attaque, c'était un constat. Elle a suspendu le temps quelques secondes. Sa fille a tenté de reprendre la main. Tu interprètes tout. Ces documents ne veulent pas dire ce que tu crois. Je n'ai pas répondu, j'ai tourné une page, puis une autre, j'ai montré les différences, les ajouts, les suppressions, les dates incohérentes. Je n'avais pas besoin d'argumenter. Les preuves parlaient. Elles parlaient calmement, précisément, sans émotion. On voulait éviter de t'inquiéter, a murmuré mon mari. Je me suis surprise à ne rien ressentir. Ni colère, ni tristesse, juste une distance nouvelle. Ce que vous avez évité, c'est de me consulter, et ai-je répondu. La colère est montée alors, pas contre les faits contre moi, parce que je ne pleurais pas, parce que je ne criais pas, parce que je ne demandais rien. La colère de ceux qui perdent le contrôle face à quelqu'un qui a plus besoin d'eux pour se tenir debout. Tu nous mets devant le fait accompli, a lancé sa fille. J'ai hoché la tête. Exactement. Ce mot a été le point de bascule. Ils ont compris que je n'étais plus là pour négocier.
que ce moment n'était pas une discussion familiale, mais une rectification, que le terrain avait changé, les tentatives ont suivi, les justifications, les reproches inversés, les menaces à peine voilées, je les ai laissés passer. Rien de ce qu'il disait ne pouvait effacer ce qui était écrit noir sur blanc. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas répété, j'ai simplement refermé la chemise et me suis levée. J'ai parlé avec des preuves. Maintenant, vous pouvez parler entre vous. En quittant la pièce, je n'ai pas ressenti de victoire spectaculaire. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, une cohérence retrouvée. Ce que j'avais préparé dans le silence venait de produire son effet sans bruit. Derrière moi, j'ai entendu leurs voix se croiser, se heurter, chercher des coupables. Ce chaos-là ne me concernait plus. Il appartenait à ceux qui avaient cru que mon silence était acquis. Ce jour-là, je n'ai pas pris le pouvoir, je l'ai simplement repris. Et j'ai compris que parler avec des preuves n'est pas une vengeance. C'est une manière de dire « je suis là entière » et je ne me tairai plus là où l'on m'a effacé. Après cette confrontation, rien ne s'est apaisé. Au contraire, ce qui avait tenu pendant des années grâce à mon effacement est mis à se fissurer, lentement, mais sûrement. Je n'étais plus là pour amortir les chocs, pour reformuler, pour calmer. Et sans ce rôle silencieux que j'avais joué trop longtemps, les tensions sont apparues au grand jour. La maison est devenue un lieu étrange. Les conversations se faisaient à voix basse. Les portes se fermaient plus souvent. On évitait certains sujets, certains regards. Je n'étais plus celle à qui l'on demandait de comprendre. J'étais devenue celle qui avait montré. Et montrer dans une famille fondée sur le non, a dit, est un acte profondément déstabilisant. Mon mari oscillait entre colère et désarroi. Il répétait que tout allait trop loin, que ce n'était pas nécessaire. Il parlait de conséquences, de réputation, d'équilibre rompu. Jamais il ne parlait de ce qui avait été fait sans moi, comme si le problème n'était pas l'acte initial, mais le fait que je l'ai rendu visible. Sa fille, elle, s'est durcie. Elle me regardait comme on regarde quelqu'un qui a brisé une règle implicite, celle qui voulait que les décisions restent internes, opaques, protégées par une façade de normalité. Elle ne me parlait presque plus directement, elle passait par lui, comme si j'étais devenu un élément dangereux, imprévisible. Les reproches ont commencé à circuler, tapas frontalement, targuissement. Si tu n'avais rien dit, on aurait pu gérer ça autrement. Ces phrases tentaient de déplacer la responsabilité, de faire de ma parole le problème, plutôt que de l'injustice qu'elle révélait. Je ne me suis pas défendue. Je savais désormais que se justifier, c'est accepter un terrain qui n'est pas le sien. Peu à peu, les alliances se sont fissurées. Ceux qui semblaient d'accord hier se sont mis à douter, les versions ont changé. Les souvenirs aussi. Chacun essayait de se repositionner, de minimiser son rôle, de rejeter la faute sur l'autre. Ce que j'observais n'était pas une crise passagère. C'était l'effondrement d'un arrangement construit sur le silence. Je regardais tout cela avec une distance nouvelle. Pas par froideur, mais parce que j'étais plus impliquée émotionnellement de la même manière. J'avais cessé d'être la garante de leur paix fragile. Et cette paix-là, je ne la regrettais pas. Il y a eu des tentatives de retour en arrière, des propositions vagues, des on peut encore s'arranger. Mais ces mots n'avaient plus de poids. Ils arrivaient trop tard, et surtout sans reconnaissance réelle de ce qui avait été fait. On voulait réparer les effets, pas interroger la cause. J'ai compris alors que ce qui s'écroulait n'était pas la famille, mais l'illusion de son harmonie. Une harmonie qui reposait sur une asymétrie, moi qui acceptais, eux qui décidaient. Une fois cette asymétrie révélée, rien ne pouvait redevenir comme avant. Autour de nous, certains ont pris leur distance, d'autres ont observé en silence. Je sentais que mon geste avait créé une onde plus large que je ne l'avais imaginé. Pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il montrait qu'il est possible, même tard, de dire non avec des faits. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui se brisait, ce n'était plus mon rôle. Je n'ai pas cherché non plus à punir. Ce qui se passait était une conséquence logique. Quand un système tient parce qu'une seule personne se tait, il suffit que ce silence change de camp pour que tout vacille. Je me suis surprise à ressentir une forme de calme, pas une joie éclatante, un calme profond. Celui qui naît quand on cesse de porter ce qui n'a jamais été juste. Je n'étais plus responsable de leurs tensions, ni de leurs conflits internes. J'avais repris ma place, et avec elle, une liberté nouvelle. Je savais que rien ne se reconstruirait sur les mêmes bases, et je n'en avais plus le désir. Reconstruire à l'identique aurait signifié revenir en arrière. Accepter de redevenir invisible pour que les autres se sentent à l'aise. Ce chaos feutré n'était pas une fin, c'était un passage. Pendant qu'il tentait encore de comprendre comment tout avait pu leur échapper, moi,
Je comprenais enfin que je n'étais jamais le problème. Ce qui s'effondrait n'était pas l'amour. C'était le silence imposé qui le déformait. Et dans cet éclatement, aussi douloureux soit-il, je sentais déjà poindre quelque chose de nouveau. La possibilité d'une vie où je n'aurais plus à me taire. Pour exister. Je ne suis pas parti dans la colère, je suis parti dans la clarté. La différence est immense. La colère attache encore à ce que l'on fuit. La clarté, elle, libère. Mon départ ne ressemblait pas à une fuite, mais à un déplacement intérieur devenu visible. J'ai choisi un lieu simple, sans prestige, mais baigné de lumière. Un endroit où personne ne connaissait mon histoire, où je n'étais lié à aucun passé, à aucun rôle. Là-bas, personne n'attendait de moi que je comprenne, que j'excuse, que je me taise. Les premiers jours, j'ai ressenti une fatigue profonde, pas celle du corps, mais celle de l'âme qui cesse enfin de se contracter. J'ai dormi longtemps, sans me réveiller en sursaut. Pour la première fois depuis des années, je ne redoutais pas le lendemain. Il n'y avait plus de décision prise sans moi, plus de dossiers à surveiller, plus de phrases à décrypter. Je redécouvrais le silence, mais pas celui qu'on m'imposait autrefois, celui que je choisissais. Un silence plein, habité, presque chaleureux. Je pouvais rester assise, regarder la lumière évoluer sur les murs, sans ressentir l'urgence de faire ou de réparer. Ce calme-là me rendait à moi à même. Je me suis remise à marcher, longtemps, sans destination précise. Chaque pas semblait effacer un peu de cette tension ancienne que je portais sans m'en rendre compte. J'observais les gens, anonymes, occupés à leur propre vie. Personne ne me demandait des comptes. Cette absence d'attente était un cadeau. Les messages ont continué, un temps, hésitants, parfois maladroits, parfois accusateurs. Je les lisais sans précipitation. Je répondais rarement, et quand je répondais, c'était brièvement. Sans me justifier, j'avais compris que me défendre encore, même poliment, revenait à rester dans le cercle ancien. Je n'y étais plus. Je pensais parfois à mon mari, à sa fille, à ce que nous allions été, à ce que nous aurions pu être si l'écoute avait existé. Ces pensées ne me déchiraient plus. Elles me traversaient. J'avais cessé de chercher des explications, là où il n'y avait que des mécanismes de pouvoir déguisés en protection. La question du pardon s'est posée naturellement. Non comme une obligation morale, mais comme une étape intérieure. Pardonner, et ai-je compris, ne signifie pas revenir en arrière ni minimiser ce qui a été fait. Cela signifie refuser que la blessure continue de diriger ma vie. J'ai choisi ce pardon à la. Silencieux, sans annonce, pour moi seul. J'ai repris des gestes simples que j'avais abandonnés sans m'en rendre compte. Lire sans surveiller l'heure, écrire quelques lignes chaque matin, cuisiner selon mes envies, sans ajuster mes goûts à ceux des autres. Ces gestes ordinaires avaient une saveur nouvelle. Ils me rendaient souveraine de mes journées. Un matin, j'ai réalisé que je n'avais plus peur des fêtes à venir. Noël n'était plus un champ de tension, un examen affectif, une scène potentielle d'humiliation. Il redevenait une date parmi d'autres. Cette neutralité m'a semblé être une victoire silencieuse, mais essentielle. Je ne construisais pas une nouvelle famille idéale. Je construisais quelque chose de plus solide, une place intérieure. Une place qui ne dépend plus d'une invitation, d'un regard approbateur, ni d'un silence stratégique. Une place qui tient même quand personne ne regarde. Je pensais souvent aux femmes de ma génération, à celles qui se taisent encore pour le bien de tous. J'aurais voulu leur dire qu'il existe une autre voie, qu'elle ne passe pas forcément par la rupture spectaculaire, mais par une décision intime, celle de ne plus se nier. Cette nouvelle vie n'était pas parfaite. Elle était juste, et cette justesse valait tous les compromis que j'avais laissés derrière moi. Je ne cherchais plus à prouver quoi que ce soit. Je cherchais seulement à vivre en accord avec ce que je savais désormais être vrai. Je savais que je n'avais pas tourné le dos à une famille, j'avais tourné le dos à un système où on appelait amour, ce qui n'était, au fond, qu'une organisation de mon silence. Et dans cette vie reconstruite, calme et droite, je sentais que la dernière étape approchait, celle où je pourrais regarder tout cela sans trembler, et dire enfin, le dernier mot. Je peux désormais regarder cette histoire sans détourner les yeux. Pas pour la rouvrir, ni pour en raviver la douleur, mais pour l'accueillir telle qu'elle a été. Longtemps j'ai cru que me taire était une preuve de maturité, une forme d'élégance. On m'avait appris que le calme protège, que la discrétion évite les conflits, que l'amour se prouve parfois par l'effacement. J'y ai cru trop longtemps. Je ne renie pas la femme que j'ai été. Elle a aimé sincèrement. Elle a fait confiance. Elle a voulu préserver l'équilibre, même au prix de ses propres questions. Cette femme-là n'était ni naïve ni faible. Elle était loyale. Et la loyauté, quand elle n'est pas partagée, devient une vulnérabilité. Ce que j'ai appris au fil de cette épreuve ne tient pas en slogan.
Ce sont des évidences tardives, parfois douloureuses. J'ai appris que l'on peut être entouré et pourtant isolé. Que certaines demandes de silence ne visent pas la paix, mais la dissimulation. Que parler trop tôt peut exposer, mais se taire trop longtemps finit par vous effacer. Je repense souvent à cette phrase. Pour le bien de tout le monde, elle m'avait été présentée comme une évidence morale. Je comprends aujourd'hui qu'elle servait surtout à éviter une vérité dérangeante. Le bien de tout le monde ne peut pas se construire sur l'invisibilisation d'une seule, pas durablement, pas honnêtement. Quand j'ai commencé à agir, je n'ai pas cherché la confrontation. Je n'ai pas voulu gagner une bataille émotionnelle. J'ai choisi une autre voie, celle de la clarté. J'ai parlé avec des faits, avec des documents, avec ceux qui ne s'interrompent pas, ne s'interprètent pas, ne se retournent pas contre vous. Cette manière de parler m'a protégé bien plus sûrement que n'importe quel cri. Il y a eu des pertes, bien sûr, des liens qui ne se sont pas réparés, des illusions qui se sont dissoutes. J'ai accepté ce prix. Car rester aurait signifié me perdre davantage. Et aucune relation ne mérite que l'on s'abandonne soi, même pour survivre à l'intérieur. Il m'arrive encore de ressentir une pointe de mélancolie. Pas de regret, de la mélancolie pour ce qui aurait pu être si l'écoute avait existé plus tôt. Si le respect avait été réciproque, cette mélancolie ne me paralyse pas. Elle me rappelle simplement que la lucidité a un coût mais que l'aveuglement en a un bien plus lourd. Aujourd'hui, je vis autrement, plus lentement, plus justement. Je ne demande plus la permission d'exister pleinement. Je ne m'excuse plus de poser des questions. Je ne confonds plus le calme avec l'abdication. Et surtout, je ne redoute plus le silence. Car le silence n'est plus une injonction. Il est devenu un choix. Quand je me tais désormais, ce n'est plus par peur d'être rejeté. C'est parce que je n'ai rien à prouver. Quand je parle, je le fais sans trembler, sans me justifier, sans chercher l'approbation. Je parle parce que je sais. Et savoir change tout. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui se reconnaîtront dans ces lignes, ce serait celui-ci. Ne sous-estimez jamais ce que vous savez. Ne laissez personne décider à votre place sous couvert de protection. Et n'attendez pas qu'on vous autorise à être légitime. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Il n'est jamais indécent de poser des limites. Il n'est jamais inutile de rappeler que la vérité existe, même quand elle dérange. Je n'ai pas cherché à me venger, j'ai cherché à me tenir droite, à rester fidèle à ce que je savais juste, même quand cela impliquait de traverser l'inconfort, la solitude passagère, la rupture avec certaines habitudes anciennes. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de parler fort, je n'ai plus besoin d'expliquer encore. Je n'ai plus besoin d'être comprise par ceux qui ont choisi de ne pas écouter. Il me suffit d'être en accord avec moi-même. Et s'il ne devait rester qu'une seule phrase de cette histoire, adressée à celles et ceux qui se taisent encore pour survivre, ce serait celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.